Et beaucoup ont dit. Le droit de... Bonsoir, bonsoir. On partage le live s'il vous plaît, les miens. J'espère que vous allez super bien. Partagez le live, mettez les cœurs. Aujourd'hui, je vais être debout avec vous. Et parce que naturellement, je voudrais que la République gabonaise soit debout. Qu'elle tienne debout. Et c'est pour cela que je m'inflige, bien évidemment, cela ce soir, à l'occasion de ce live, être debout pour vous parler. Alors, partagez le live, mettez les cœurs, le temps que, bien évidemment, je me trouve une petite musique de prise d'énergie. C'est très important. Rassurez-vous. On se connecte les miens, bonsoir, j'espère que vous allez bien, on se connecte, on met le cœur, on se connecte, on met le cœur. Te caractérise, belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi, un état juste et droit ton combat. La République c'est toi. On partage le live, les miens, on met le cœur. On partage le live, on met les cœurs, s'il vous plaît, les miens. Les intrigues de la chose publique, la politique, l'action civique sont des dadas. Mettre à nu le népotisme, dénoncer les actes autocratiques, promouvoir la démocratie sont tes dadas. La République c'est toi, un état juste et droit ton combat. La République c'est toi. Bonsoir les miens, j'espère que vous allez bien. On partage le live, on met les cœurs, s'il vous plaît. Bonne fête des mères à toutes les mamans du Gabon. Je vous aime de tout mon cœur, je vous porte dans mon cœur. Votre fille préférée. Demain quand cela se fera, oui, vraiment, bonne fête des mères à toutes les mamans du Gabon. À toutes les exceptions. Mettre le Gabon en première ligne, on sera la première des priorités. Et Sola, Fabienne, et Sola, Fabienne, la nanana est vraiment trop kinda. Et Sola, bonsoir les miens, j'espère que vous allez super bien. On partage le live, on met le cœur, s'il vous plaît. La République c'est toi. Oui, la République c'est nous. Un état juste et droit. C'est moi, c'est toi, c'est nous tous.
La République c'est toi. Encore une fois, bonne fête des mères à toutes. Pour beaucoup de beaux mains, tu portes la voix. Allez, dernière ligne droite. On partage, on met les cœurs et on commence. Alors, le train va partir du quai. Bonsoir les miens, bonsoir chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. Ici, votre compatriote préféré, Maître Marlène Fabienne et Sola et Foutam. Alors aujourd'hui, je voudrais venir à vous ce soir pour m'entretenir avec vous comme d'habitude, seulement debout. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être debout parce que bien évidemment, je pense que cela est d'énergie à vous interpeller sur la nécessité pour nous aujourd'hui eh bien, de défendre la République, de défendre la patrie conformément aux articles 27 et 28 de la Constitution référendaire. Tout citoyen a l'obligation, a le devoir de défendre la République, de défendre la patrie, de protéger la Constitution et de préserver l'intérêt supérieur de la nation. C'est à ce titre, compétence que nous avons en partage avec le président de la République, le chef de l'État, le chef du gouvernement, que naturellement, même si c'est encore difficile de compréhension et d'acception pour beaucoup de nos compatriotes, que je me permets cette expression pour interpeller, pour rappeler les obligations et surtout pour dire ce qui est, pour que les uns et les autres ne se retrouvent plus à faire ce qui n'a jamais été de leur ressort de compétences, mais que la pratique a toujours finalement décidé d'accepter par des craintes, par des peurs, par bien évidemment le défaut pour certaines personnes, et bien de dire non, vous n'avez pas compétence à faire ci, à faire ça. Exemple simple, hier vous avez vu, j'ai partagé pour ceux qui sont H24 ou du moins ceux qui sont régulièrement sur ma page, j'ai partagé une communication où l'on montrait le directeur de cabinet du président qui était sur le terrain pour aller vérifier de l'effectivité des travaux. J'ai crié et beaucoup de mes compatriotes disaient mais pourquoi vous criez? Ça fait partie de ses prérogatives, c'est-à-dire que il remplace le président. Comme le président n'est pas là, eh bien le directeur de cabinet va sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité eh bien des travaux que le président a lancés. Donc il remplace le président. Chers compatriotes, vous avez dit que nous sommes dans une nouvelle république, même si vous et moi ne sommes pas d'accord sur le nombre de républiques, mais on peut au moins partir sur la réalité de ce que nous soyons dans une nouvelle république. Parce qu'elle n'a pas forcément grand-chose avec la république gabonaise que nous avons connue depuis les indépendances. Et donc, aujourd'hui, dans cet embrouillamini constitutionnel et institutionnel, on va essayer de préserver le respect de ce qui est écrit au-delà de ce que nous soyons fondamentalement opposés eh bien, à cette manière de faire, à cette organisation des pouvoirs qui commence à s'éprouver à même pas un mois eh bien, de la prestation de serment du président de la République, à même pas un mois de son investiture que eh bien, c'est déjà éprouvé, cette manière de faire. Quand je vous avais dit, avec mes amis d'Ensemble pour le Gabon et bien d'autres compatriotes, que il était absolument indigeste, il était absolument impossible d'accepter cette constitution parce que elle attribuait tous les pouvoirs décisionnaires à un seul individu, le président. C'est-à-dire que dans tous les États du monde, on ne peut pas consacrer tous les pouvoirs à un seul individu parce que la preuve, au-delà des inefficacités dans l'effectivité des charges qui incombent à l'autorité, il y a aussi naturellement cette propension de l'humain à abuser toujours, bien évidemment, du pouvoir dont il dispose. Et plus tu en as, mieux tu veux en abuser, plus tu veux en abuser. C'est pour cela que d'ailleurs, je vais faire une petite digression là-dessus pour ces compatriotes qui se posent toujours la question. Mais comment ça se fait que les riches soient toujours ceux qui volent? Plus tu en as, plus tu veux en abuser. Vous n'allez pas voir un riche qui vous dit que demain, il ne réfléchit pas à comment il va avoir de l'argent. Alors qu'un pauvre, s'il a 100 000 aujourd'hui, va dire, bon, j'ai quand même 10 jours pour me reposer sans penser à l'argent. Parce qu'avec les 100 000 francs, je peux vivre. Ce n'est pas le réflexe de ceux qui en ont. Ceux qui en ont dorment chaque jour en se demandant comment je fais pour avoir plus demain. Et s'il a l'opportunité de détourner, de voler, il va détourner, il va voler parce qu'il a la peur de ne pas
demain être en capacité d'avoir le standing de vie qu'il a et d'avoir les biens qu'il a. C'est pour cela qu'il n'est pas bon dans une société organisée de confier l'essentiel des pouvoirs à un seul individu et tous les pouvoirs à un seul individu. C'est pour cela que la République gabonaise que nous connaissions jusque-là, depuis 1960 à nos jours, bien qu'il y ait eu quelques modifications, bien qu'il y ait eu quelques changements de certaines dispositions, bien qu'il y ait eu, bien évidemment, le complément de certaines de ces dispositions, ne nous a jamais imposé. Dans le texte, je ne parle pas des faits, parce que c'est cela le problème. Notre pays n'a pas le courage de répondre à ses obligations, aux exigences de son temps. Au Gabon, eh bien, on trouve finalement, eh bien qu'il y a un problème, mais au lieu de résoudre le problème, on crée un autre problème. Est-ce que vous comprenez? Il était, bien évidemment, de constat pour tous les Gabonais de se dire que, eh bien, les pouvoirs qui étaient dévolus au Premier ministre n'étaient pas véritablement incarnés par le Premier ministre. Dans les faits, c'est le président de la République qui s'attribuait tous les pouvoirs. Et voilà le discours que nous ont servi les plus de 100 partis politiques que compte le Gabon, regroupés autour de la candidature de M. Oligui. Et bien hier, le Premier ministre avait ses pouvoirs. Et comme ces pouvoirs ne lui étaient pas vraiment reconnus, on a décidé de mettre dans la Constitution ce qui était dans les faits. Dans les faits, c'est que c'est le président de la République qui disposait de tous les pouvoirs. Donc, au lieu de créer un poste de Premier ministre, il conviendrait pour nous, bien évidemment, de ne considérer que le poste de président à qui l'on donne toutes les attributions et tous les pouvoirs du Premier ministre. Et c'est donc le président de la République qui sera le chef du gouvernement, qui donc aura la responsabilité, bien évidemment, du gouvernement devant qui les ministres devront rendre des comptes. Il n'a donc pas de contre-pouvoir ou du moins de complément de pouvoir dans sa gestion. Il est le seul décideur. Il est celui qui décide de la vie, de la mort, de la politique de la nation. C'est lui qui la conduit. C'est lui qui fait tout. Et nulle autre personne. Ils sont donc allés nous imaginer, eh bien, quelques personnes pour l'accompagner, chers compatriotes. Et les personnes pour l'accompagner sont des deux vice-présidents. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder votre constitution, si vous êtes toujours en train d'imaginer ou de penser que, eh bien, le vice-président du gouvernement joue le même rôle que le Premier ministre dans l'ancienne constitution, alors j'ai envie de vous dire, Coco, réveillez-vous et détrompez-vous. Non, absolument non. Le vice-président du gouvernement ne joue aucun rôle en similitude d'avec celui, eh bien, du Premier ministre de l'ancienne constitution. Parce que le Premier ministre de l'ancienne constitution déjà avait en partage le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires. Il avait ce pouvoir. Le vice-président du gouvernement n'a pas ce pouvoir. Il avait le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire qu'il pouvait prendre des actes unilatéraux, des actes administratifs unilatéraux, que ce soit individuel ou collectif. Eh bien, le vice-président du gouvernement ne peut pas le faire. Eh bien, le Premier ministre avait la responsabilité de conduire la politique de la nation. Cette responsabilité n'échoua pas au vice-président du gouvernement. Eh bien, dans l'ancienne constitution, le Premier ministre était celui-là, dès lors que le pays avait une situation de crise qui donc pouvait provenir, par exemple, d'une situation difficile avec l'intégrité du territoire national, comme celle avec les îles Bagné. Le Premier ministre était celui-là qui répondait à la nation, qui donc expliquait au peuple gabonais, par un discours, par une conférence, la situation, qui donc rassurait, qui prenait les décisions, les mesures, et qui donc donnait les perspectives pour dire, face à cette situation de Bagné, voilà d'abord ce qui s'est passé, voilà où nous en sommes, et voilà les mesures que moi, en tant que Premier ministre, j'ai décidé de prendre. Et par rapport aux autres, eh bien, j'ai décidé, voilà que sont les perspectives. Et c'est lui qui rassemble les ressources pour trouver, in fine, une solution au problème. Alors que tout ça, le vice-président du gouvernement n'en a pas la capacité, n'en a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir de remplacer le président de la République. Il n'en a pas la compétence.
Est-ce que vous me comprenez? Parce que je lis ça depuis quelques jours dans les commentaires. Mais pourquoi vous cherchez le président? Madame Essola, ben, le président a laissé 2 vice-présidents. Donc ces 2 vice-présidents le représentent. Non, conformément à la constitution que vous avez votée, les 2 présidents en question ne peuvent pas remplacer le président de la République. Ne peuvent pas représenter le président de la République. La seule possibilité pour le président, le vice-président, de remplacer ou de représenter, eh bien, le président de la République, c'est en cas de déclaration de vacances temporaires du pouvoir. C'est-à-dire que les 2 présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc des 2 chambres du Parlement, saisissent la Cour constitutionnelle pour faire constater l'absence du territoire national du président de la République. C'est sa maison, c'est son territoire, c'est là où il doit être. Exceptionnellement, il peut aller à l'étranger, faire une visite, et généralement, les chefs de l'État, c'est le même jour que tu fais l'aller-retour. Si ça va trop loin, 1 jour, 2 jours, ça va, c'est raisonnable. Mais quand on commence à compter 5 jours, 1 semaine, et pour des visites non officielles, pour des enjeux non connus par le peuple gabonais, non maîtrisés, sans aucune communication. Et puis là, quelques jours, je découvre encore qu'on nous a inventé la notion de visite privée. Le président serait donc en visite privée, j'en viens. Nous n'en sommes pas encore là. Je suis sur la représentation du vice-président. La seule possibilité constitutionnelle pour que le vice-président actuel du Gabon représente le président de la République, c'est qu'il y ait déclaration de vacances temporaires du pouvoir. Et la constitution que vous avez votée là, qu'est-ce qu'elle prévoit? Qu'est-ce qu'elle dit, chers compatriotes? Cette constitution vous dit que dès lors que le président est absent, est empêché pour quelque cause que ce soit une cause de maladie, que ce soit une cause familiale, peu importe, eh bien, les présidents des 2 chambres de l'Assemblée doivent saisir, eh bien, le juge constitutionnel pour faire constater la vacance du pouvoir, bien que temporaire. Et quand la Cour constitutionnelle décide de cette vacance temporaire, c'est la même décision qui fait en sorte qu'on donne et qu'on reconnaisse les pouvoirs au vice-président de la République de pouvoir, dans certains domaines, se strictement réduire à la continuité de l'État et du service public. Donc, il ne pourra pas nommer les gens, il ne pourra pas dissoudre quoi que ce soit. En fait, c'est non exhaustif. Il pourra représenter le président. Ce n'est pas parce qu'il est vice-président que dans vos têtes, vous vous dites « Ah, il est vice-président, si le président n'est pas là, c'est lui qui remplace le président. » Faux. C'est écrit dans la Constitution les conditions dans lesquelles il peut remplacer le président. Son seul pouvoir, qui n'est pas autonome, c'est que, en fait, il est l'homme à tout faire, si vous voulez, du président de la République. Le vice-président de la République est l'homme à tout faire du président de la République. Quand je dis l'homme à tout faire, c'est même trop dire. C'est-à-dire, il est à la disposition du président. Il attend que le président lui dise, fais-moi ci, fais-moi ça, amène-moi tel papier. Est-ce que tu peux aller me faire ci? Donc, il supplée le président de la République dans les charges que le président, dans les missions que le président veut bien lui confier, dans les responsabilités que le président veut bien. Mais ces responsabilités ne veulent pas dire qu'il va représenter le président ou qu'il va remplacer le président. Pour qu'il soit en capacité de remplacer le président parce que le président n'est pas là, il faut que cela passe par les 2 chambres du Parlement qui saisissent la Cour constitutionnelle et qui demandent à la Cour constitutionnelle de déclarer la vacance du pouvoir temporaire. Et la Constitution précise que il n'y a pas de quantum minimal, donc voilà, c'est comme pour les infractions. Il n'y a pas le minimum de temps. C'est moi qui dis 2 jours, 3 jours, ça va, c'est raisonnable, l'extrême. Mais au bout d'une semaine, un président qui fait 1 semaine en dehors de son territoire, mais il ne connaît rien de son territoire. Un autre coup d'État peut se faire pendant qu'il est à l'étranger. Peuple gabonais. C'est-à-dire le président n'est pas là, on se réveille le matin, on entend que le patron de la garde républicaine actuelle déclare que c'est maintenant lui le président. Le temps que le président arrive, c'est fini. Peuple gabonais. Un président ne peut pas être loin de son centre d'intérêt capital. Un président doit être sur le territoire. Et comme la Constitution ne dit pas qu'à partir de 2 jours, il faut demander la vacance du pouvoir, à partir de 3 jours, il faut demander. La Constitution dit seulement
que dès lors que la vacance temporaire du pouvoir est actée par la Chambre, par la Cour constitutionnelle, si elle arrive jusqu'à 45 jours, là on n'est plus en situation de vacance temporaire du pouvoir. Et là, on n'est plus donc, on est en situation de vacances définitives. Ça veut dire que le président ne reviendra plus, il ne peut plus revenir. Et là, on enclenche tout le processus constitutionnel qui fait que le vice-président ne soit plus le président, qui remplace le président, mais que ce soit le président de l'Assemblée du Sénat, qui soit maintenant celui qui remplace le vice-président, qui lui a d'abord remplacé le président pendant la vacance temporaire. Et ce n'est que là que, eh bien, le processus d'organisation de nouvelles élections se fait. Et à ces nouvelles élections, toutes les personnes qui ont contribué, le vice-président, le président du Sénat ne peuvent pas participer. Donc, il n'est pas dit dans la Constitution qu'il faut attendre une semaine ou 15 jours ou 20 jours pour évoquer la vacance du pouvoir. Dès lors qu'on constate que le président de la République n'est pas au Gabon et que cela dure et qu'on n'a même pas d'informations, mon Dieu, c'est une obligation pour le président de la République de communiquer là où il est, ce qu'il fait, comment. On est là, on parle, peut-être notre président est en otage quelque part. Tous les bongos sont dehors. Quand il les avait au Gabon, il avait au moins un petit pouvoir sur eux. Il avait une mesure de contrainte. Il pouvait. Mais on est là, celui qui a les clés du Gabon dans ses mains, on ne sait pas où il est. Et moi qui m'en inquiète, moi qui parle de vacances temporaires du pouvoir, vous me dites non, je ne suis pas gentil. Mais si, je suis gentil. Je vous assure. Je suis trop gentil. Et c'est parce que j'adore mon pays, et c'est parce que j'aime mon pays que je ne peux pas, malheureusement, me taire face à des situations qui méritent que je l'ouvre. Qui ne vous dit, on nous dit, le président est, quand vous-même vous voyez les photos du président, il va bien là-bas. Que le président était avec Sassou Nguesso, avec Noureddin Bongo, Noureddin qui l'a traité de tout et de rien. Noureddin qui était en prison ici. Noureddin dont les avocats nous ont dit qu'il a subi des tortures sous la présidence. Vous faites comme si les choses de ce pays se passent et puis on vous bande les yeux et les oreilles. Non. Tout ce que les avocats de Noureddin ont dit à la télé, au Gabon et partout dans le monde, que naturellement il a subi des violences et qu'il était incarcéré dans un sous-sol de la présidence. Maintenant qu'ils sont libres, vous savez les pouvoirs que ces gens ont à l'international. Vous savez les forces que ces gens ont. Et si notre président était en otage, puisque nous n'avons aucune information officielle, je rôde le site de la présidence de la République, silence absolu. Depuis le 17, rien. Le seul partage que le site de la présidence de la République du Gabon a fait, c'est le partage de la fausse communication qu'on est venu nous servir sur l'affaire de Line Barnier pour dire « calmez-vous, on va régler la situation ». Mais on sent même que ce n'est pas le président qui parle. Il ne sert à rien d'avoir des réactions précipitées, mon Dieu. Une affaire comme ça se passe. Depuis le 19, nous sommes le 25 aujourd'hui. On n'a pas entendu le président. Mais les autorités de Guinée, eux, ils parlent. Ici, on n'a pas entendu le président. Et si notre président était devenu en otage? Et si notre président était en otage, comme les autres ont dit que lui les a détenus en otage ici? Qu'est-ce qui fait que le président de la République reste 9 jours? Demain, là, ça va faire 10 jours. Demain, ça fait 10 jours que le président n'est pas au Gabon. 10 jours. C'est trop grave. Dans 45, si tu enlèves 10 jours, il reste combien? Il reste combien? Dites-moi un peu. Il reste 35 jours. Donc, il suffit encore de 35 jours et puis c'est fini. Donc, si on le prend en otage là-bas, il suffit de le garder encore 35 jours et puis, il n'est plus président du Gabon. Il faut organiser de nouvelles élections. Ça doit vous inquiéter, vous citoyens gabonais. Vous qui défendez parce que, mon Dieu, vous qui défendez le Gabon, au lieu de venir vous attaquer à une citoyenne qui défend ses droits et son pays, vous devez vous inquiéter. Où est donc passé le président? Que fait-il? Comment le site de la présidence ne communique pas depuis plus d'une semaine? Les seules communications, le président est en train de prier, le président est en train de prier. Tous les chefs d'État du monde qui sont allés à l'inauguration du nouveau pape à Rome sont rentrés le même jour. Lui, il est même parti élire domicile là-bas.
Si c'est vraiment là-bas qu'il est, parce que tantôt on apprend qu'il est là-bas, tantôt il est à Paris, tantôt il est même parti si c'est en Inde. On ne sait pas. C'est les suppositions d'autres chefs d'État, des communications des médias étrangers. Ni Gabon Première, ni Gabon 24, ni l'Union. Personne ne dit où il peut se retrouver. Comment les citoyens des pays peuvent chercher leur propre président? Il est où le président? Plus grave encore, son épouse est rentrée, disent-ils, depuis mercredi. Lui, il est où? Il est où? Mais le défaut d'information des autorités de droit de la présidence de la République nous envoie à la spéculation. On est obligé de procéder par déduction. On n'a pas d'information. On veut savoir, il est où le président? Qui conduit à la destinée de nos vies? Notre ventre est en train de se faire écarteler pour y enlever les organes, Line Banier, parce que c'est à l'intérieur de notre territoire. Donc, quand on vient nous éventrer, le président ne dit rien. Alors qu'il est prévu par la Constitution des articles 41 et suivants que toutes les questions qui touchent à l'intégrité du territoire national, c'est de cela dont on parle. L'intégrité du territoire national oblige le chef de l'État à adresser un discours à la nation, à prendre les mesures nécessaires, à expliquer la situation à ses compatriotes. C'est le président qui doit le faire. Et la question de l'île Banier, des îles, touche à l'intégrité de notre territoire. Si vous, ça ne vous fait pas peur, vous voyez depuis là, je ne suis plus dans les histoires de l'immaturité. Ça ne sert à rien de continuer dans les chemins de faisons les immatures, nanani, nanana. Notre pays a besoin de nous. Et a besoin de nous sérieux. Notre pays a besoin de nous. Et a besoin de nous sérieux. C'est pour cela que je me force, même un dimanche comme ça, où tu as besoin d'être en confort absolu, tu vas mettre une petite veste parce que tu viens parler à tes compatriotes. Et parce que tu veux que le sujet soit pris au sérieux. Sinon là, j'étais avec mon débardeur, je vous parlais comme je fais d'habitude, je danse, je ne fais plus ça. Parce que la situation exige notre sérieux. Et quand je vois toutes les attaques qui me sont adressées, je me rends compte que même ceux qui disent être des proches du président ne savent rien de la situation. Parce que tous sont en panique et sont obligés de déverser leur frustration sur ma personne en m'inventant des vies privées, en m'insultant, en me dénigrant. Mais ça ne va pas me faire taire. Retenez-le. Même si pour certains, vous avez une crédibilité de criminel. Parce que le passé en atteste. Mais moi, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai peur d'aucun criminel. Est-ce que vous me comprenez? Je n'ai peur de personne. Donc, si votre enjeu aujourd'hui est devenu, après la crédibilité affirmée de votre statut de criminel, si votre enjeu aujourd'hui est de tuer toutes les personnes qui osent l'ouvrir sur leur pays, sur leur président, qui n'est pas le vôtre, qui est le nôtre à nous tous. C'est pour cela que, au lieu de vous constituer criminel, aller braquer, aller voler, il fallait aller à l'école, vous instruire pour savoir que dans un État organisé, les êtres humains qui vivent dedans, les citoyens disposent de ce qu'on appelle la souveraineté. Cette souveraineté, nous la transférons à des personnes en qui on a confiance, à des élus, pour nous représenter, pour parler en notre nom. Et par le biais de la démocratie qui veut que les mêmes citoyens soient alternativement gouvernants et gouvernés, fasse que finalement, quand on va aux élections, tu soutiens ton candidat, je soutiens mon candidat. Si mon candidat l'emporte, il est ton président comme il est mon président. Tu te dois de lui exiger des choses comme moi je le ferai. Peut-être, moi, j'aurais même encore des limites que bon, c'est quand même mon président, c'est moi, je dois le soutenir en offre.
Mais toi, quand tu cries pour dire, tu exiges des choses à ce président que tu n'as pas voté, je ne serai pas là pour te dire non, tu ne dois pas parler, mon cher compatriote, non, parce que c'est ton droit absolu. Et pareil, si c'est ton candidat qui gagne comme c'est le cas, tu dois souffrir de me voir me déployer dans ma citoyenneté. Et ton passé criminel ou vos passés criminels ne vont pas me dissuader, je dis bien ne vont pas me dissuader à me revendiquer ma citoyenneté. Et je continuerai de vous éduquer, de vous instruire sur cette citoyenneté. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je n'ai peur d'aucun criminel. S'il fallait avoir une réaction face aux criminels, c'est le mépris. Surtout ceux qui ne s'amendent pas. Ceux qui ne s'amendent pas. Est-ce que vous comprenez? Il faut vous amender. Quand on a été criminel ou délictuel, on a causé du tort à la société. Donc même à moi, indirectement. Et quand on sort de là, on s'amende. On fait amende honorable. On se resociabilise. On s'instruit. On se forme. Et on se met, bien évidemment, à la disposition de l'intérêt supérieur de la nation. On n'empêche pas à certains citoyens de s'exprimer librement et de jouir de leur citoyenneté. Donc, pour revenir au sujet, chers compatriotes, ce qui se passe est grave. Cela fera demain 10 jours que le président de la République n'est pas au Gabon. Ce n'est pas normal. Si on avait une assemblée normale, elle aurait déjà enclenché le processus, eh bien, de déclenchement de la vacance du pouvoir. La vacance du pouvoir. L'empêchement temporaire devant la Cour constitutionnelle. Devant la Cour constitutionnelle. Mais comme on a un parlement sous mandat impératif, c'est-à-dire un parlement nommé par Oligui, qui ne va être là que pour s'exécuter dans ses volontés, il peut même rester 2 mois là-bas, personne n'osera saisir la Cour constitutionnelle au fin de constater, eh bien, la vacance du pouvoir. 10 jours, c'est trop. C'est beaucoup trop. Pour ceux qui demandent, quand on ne fixe pas le minimum, ça veut dire que ça peut commencer même à partir d'un jour. Est-ce que vous comprenez? On dit seulement, après qu'on ait engagé le processus, le vice-président est reconnu être celui qui remplace le président par la Cour constitutionnelle. C'est là où maintenant, si l'empêchement est bien, dont le décompte se fait dès la constatation, pas dès la prise du relais du vice-président, continue jusqu'à 45 jours. Ce n'est que là qu'on dit, bon là c'est devenu définitif, il ne peut plus revenir, même s'il revient, il n'est plus président. Eh bien, le président de l'Assemblée, du Sénat, prend les rênes du pouvoir, eh bien, de manière restreinte, bien évidemment, dans la limite de ses autorisations, et là on organise de nouvelles élections. Est-ce que vous comprenez? Et ce qui concerne le vice-président du gouvernement, il n'a ni pouvoir pour nous parler, ni pouvoir pour s'adresser à nous. Ce n'est pas le premier ministre de l'ancien régime. Le vice-président du gouvernement est un ministre parmi les ministres de ce gouvernement. Comme tout ministre, il rend compte au président de la République. Celui qui occupe les fonctions de l'ancien vice-premier ministre, c'est le président de la République, puisque c'est lui qui est chef de l'État, conformément à la constitution que vous avez votée. Donc, celui qui est vice-président du gouvernement est ministre de la coordination de l'action du gouvernement. Pour vous faire ça simple, ministre de la coordination de l'action du gouvernement. Comme il y en a qui sont ministres des institutions, de la réforme des institutions, comme il y en a qui sont ministres de la pêche, comme il y en a qui sont ministres de l'éducation nationale, comme il y en a qui sont ministres, lui il est ministre de la coordination, de l'agencement, de la concordance. C'est-à-dire le président, il n'a aucun pouvoir de décision,
Il ne peut pas venir répondre sur des faits d'actualité qui engagent la souveraineté nationale, qui portent atteinte à l'intégrité de notre territoire national. Il ne peut pas répondre de cela. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas répondre de cela. Donc, enlevez dans vos têtes que le vice-président du gouvernement remplace le président. Il ne peut pas remplacer le président. Il n'a pas cette prérogative. Enlevez-le de vos têtes. Il ne peut pas. Il ne peut même pas présider un conseil de ministres. Il ne peut pas. Et là encore, exceptionnellement, et c'est après vacances du pouvoir, eh bien que le vice-président peut le faire. Par empêchement temporaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux dont la citoyenneté n'est pas encore acquise dans leur tête et qui sont plutôt de revendication d'un statut d'esclave dépassé, d'un statut un peu colonial là, chers compatriotes, je continuerai de parler jusqu'à ce que ça vous étouffe, jusqu'à ce que vous n'en pouviez plus, jusqu'à ce que vous tentiez même de me tuer. Et puis un jour, vous allez vous dire, ah, que là, on va quand même trop loin. Est-ce qu'on ne peut pas se calmer 2 secondes et se dire, mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Comment on devrait au vrai réagir à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait? Et là, peut-être, miraculeusement, vous allez recouvrer de vos capacités intellectuelles. Vous allez recouvrer de vos capacités, de votre lucidité. Et puis vous allez vous dire, ah mon Dieu, qu'est-ce qu'on a voulu faire à la pauvre fille? Pourtant, c'est une compatriote qui s'est engagée pour défendre le vert jaune bleu, mon Dieu. Comme on en a des rares. Et c'est même un honneur pour nous de voir quelqu'un qui ose. Et c'est là où vous allez vous-même revenir. Parce que le combat pour les droits que nous menons là, si c'est pour venir vous dire changer d'avis, vous n'allez pas changer d'avis, on se connaît. Il suffit qu'il y ait un coup d'état tout de suite. Il n'y aura personne qui semble venir dire ici en commentaire qu'il soutient Oligui Nguema, qui va dire non, moi je suis contre le coup d'état là, parce que je soutiens Oligui. Vous allez faire exactement comme vous avez fait avec Ali. Jusqu'au 26 août 2023, vous tous, vous célébriez Ali. Vous tous, les mêmes, au même poste, aux mêmes endroits. Vous étiez là à dire, oh Ali, il y a Ali, il y a Ali. Dès qu'il est tombé, vous avez changé le veste automatiquement. Donc, qu'Oligui ne pense pas que vous là, vous êtes en capacité de le soutenir demain. Votre soutien est circonstanciel et bien à votre espérance à avoir un poste de lui. Chacun veut se faire remarquer pour qu'il se dise que tiens, celui-là m'a défendu. Prenez-moi son nom. Il s'appelle comment? Il faut le nommer, il faut peut-être le promouvoir. C'est cette espérance-là qui vous fait être là en train d'admettre l'inadmissible, en train d'encourager ce qu'il ne faut pas. Mais dès qu'il tombera, dès que le premier problème lui arrivera de sérieux et qu'il sera en position de perdre son pouvoir, vous allez être les premiers à monter sur les écrans pour dire, oui vraiment, on était sous la dictature, on ne savait plus comment faire, il nous menaçait, vous savez que c'est un militaire, et comme c'est un militaire de Bongo, on s'est bien dit que si lui là, si on parlait, si on disait ce qu'on pensait, il allait nous mettre en prison, il allait nous tuer, il allait nous torturer, c'est-à-dire même les choses qui n'ont jamais existé d'Oligui, vous allez lui attribuer ça. Donc là-dessus, je vous assure, s'il y a une citoyenne au Gabon qui ne peut plus, quand elle arrête son téléphone, aller mal dormir parce qu'on l'a insulté, parce qu'on lui a donné des prétentions, parce que c'est moi. Ça fait depuis 2020 que je suis sur les réseaux sociaux de manière publique, sur une page officielle. Donc, je vous connais tellement qu'aujourd'hui, je ne peux plus mal dormir parce que quelqu'un a laissé un commentaire absolument inconscient de sa citoyenneté. Et c'est ce qui est dommage. Et je ne vais pas non plus vous mettre la corde au cou. Et je vous assure, vous pouvez. Je ne vais pas vous mettre la corde au cou pour comprendre mon discours. Cela va venir par vous-même. Vous obliger, eh bien, à être face à votre conscience. À vous admettre un silence de cathédrale et de vous dire, oh Dieu, mais qu'est-ce que l'on a fait à ce pays? Vous qui aimez citer les grands politiques de ce pays, Omar Bongo, vous tous vous l'avez cité un jour.
Dieu ne nous a pas dit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Mais est-ce que vous vous posez cette question? Est-ce que vous vous le dites de temps en temps? Est-ce que ce que je suis en train de faire dans mon pays est ce qui devrait être? Est-ce que mon silence n'est pas en train d'engendrer quelque chose qui sera peut-être difficilement maîtrisable et maîtrisé demain? Est-ce que, eh bien, ma volonté à tout prix à taire les voix qui se montrent de discordance ne va pas demain engendrer un monstre qui sera finalement incontrôlé et incontrôlable? Moi, en tant que citoyen gabonais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour que mon pays se porte bien? Alors je fais ma part, moi, en demandant au président de la République de rentrer au Gabon, parce qu'il est déjà dans les délais qui nécessitent, par exemple, la vacance du pouvoir. Et ce qui m'amène surtout ce soir à faire cette expression, c'est quoi? C'est de vous dire, chers compatriotes, nous sommes quand même dans une situation de gravité extrême. C'est-à-dire que les quelques médias qui se tentent de venir sauver la mise au président de la République nous disent quoi? Nous enseignent quoi? Écoutez-moi. Je vais même peut-être vous faire écouter la vidéo, c'est peut-être mieux, de ce que disent ces médias. Alors, il me faut retrouver ça très vite. Voilà donc l'un des résumés de la situation. Le Père Oligui en France. En visite privée à Paris, il poursuit ses actions en faveur du développement national. Ce 24 mai, il a rencontré Rémi Rioux pour faire le point sur les projets d'écoles, de logements sociaux et d'infrastructures, dont le pont de Mayumba. Il s'est aussi entretenu avec Nicolas Maes sur les opportunités minières pour diversifier l'économie du Gabon. Le Gabon est sur la voie du changement. Pense à t'abonner, enregistrer, partager et commenter pour plus d'actu Gabon. News. Le Père Oligui en France. En visite privée à Paris, il poursuit ses actions en faveur du développement national. Ce 24 mai, il a rencontré Rémi Rioux pour faire le point sur les projets. Quand on vous dit qu'un pays s'érige en promotion du culte de la médiocrité, c'est ça. C'est-à-dire que dans une même phrase, on met en visite privée et on met au travail pour le Gabon. Je ne sais pas si le journalisme ne nous oblige pas à un minimum de recherche, même sur Google. Visite privée du président, qu'est-ce que ça veut dire? On vous dit ça. Parce que c'est absolument de démonstration de médiocrité de mettre dans une même phrase que le président est en visite privée et de dire que cette visite privée-là, ce n'est rien d'autre qu'une visite professionnelle, une visite de travail en fait, pour les intérêts du Gabon. Une visite pour laquelle il cherche des investisseurs, dans une visite du travail. Je vais vous faire écouter notre pays. Le Père Oligui en France. Le Père Oligui en France. En visite privée à Paris, il poursuit ses actions en faveur du développement national. Ce 24 mai, il a rencontré Rémi Rioux pour faire le point. Le Père Oligui en France. En visite privée, il poursuit ses actions en faveur du développement du Gabon. Comment c'est possible, chers compatriotes, dans une même phrase, d'avoir ces deux réalités, qui sont deux réalités absolument distinctes et incompatibles l'une à l'autre? Soit on est en visite privée, soit on est en visite officielle. Est-ce que vous comprenez? Soit on est en visite privée, soit on est en visite officielle. Et la visite officielle, ce n'est pas forcément la visite où le président est reçu à l'Élysée avec tapis rouge. Il y a des visites officielles de travail. Est-ce que vous comprenez? La visite privée, c'est comme son nom l'indique, une visite pour des raisons strictement privées, personnelles. C'est-à-dire des raisons qui concernent juste le président, qui n'ont rien à voir avec ses fonctions, qui n'ont rien à voir avec son agenda de président, qui n'ont rien à voir avec ses volontés de développement du Gabon, qui n'ont rien à voir avec oh combien il va aller trouver de l'argent pour le Gabon, qui n'ont rien à voir avec l'intérêt supérieur de la nation, avec l'intérêt général, qui ont à voir avec sa situation strictement personnelle, intimiste. C'est ça une visite privée du président. Coupez les caméras, je passe fiou-fiou, je vais aller voir ma maîtresse, je vais aller voir ma copine, je vais aller m'enlever une dent, je vais aller, j'ai besoin de 2 jours de vacances
pour aller voir mes parents. Visite privée. Ce n'est pas une visite de travail, parce qu'une visite de travail, elle est officielle. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que je dis, ce pays a cette faculté de promouvoir la médiocrité et tellement elle résonne d'une force de ténèbres, elle s'impose comme la norme. Et ceux qui sont dans la vérité, qui malheureusement n'ont pas les moyens de communication de ceux qui sont dans la manipulation, le mensonge et la promotion de la médiocrité, finissent par être passés pour des fous. Nous, on est fous. On est des malades mentaux. Ça ne va pas bien dans nos têtes. Parce que la majorité pense comme ça et nous, on est 3% de Gabonais qui pensons autrement. Et l'effet de la majorité impose une dictature de la majorité. Et c'est ce qui impose, si la majorité est médiocre, eh bien, c'est la dictature de la médiocrité qui s'impose à tous. Et ce qui fait que les quelques personnes qui, elles, arrivent quand même à garder leurs pieds sur terre et à se vêtir d'un manteau de lucidité, finissent par tomber en déshérence, finissent par être considérées, bien évidemment, comme la lèpre. Et tu vas les voir tous chanter, ben, taisez-vous, madame. Mais qu'est-ce que vous parlez trop? Mais pourquoi vous parlez? D'ailleurs, pourquoi vous parlez du président? Vous cherchez le président, pourquoi? C'est pas ton copain. C'est pas ton bon ami. Hey, Jesus, Omar Bongo, dans ta tombe, tu es responsable du citoyen gabonais du 21e siècle. Tu as abruti les Gabonais. Tu as abruti les Gabonais. Tu n'as pas investi dans l'école. Tu as clochardisé les Gabonais. Vraiment, excusez-moi. Et là encore, beaucoup vont se fâcher. Bon, je reprends le costume que vous voulez que je porte. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, ce président Omar Bongo, vous n'avez pas rendu service aux Gabonais. 50 ans de règne. 50 ans de règne. Pour vous, 43 ans plus exactement. Mais avant, vous étiez déjà là. Avec les Yomba. Et vous n'avez pas pu éduquer une génération, 2 générations, 3 générations. Vous n'avez pas pu inculquer l'amour du pays aux Gabonais. Vous n'avez pas pu inculquer le sens de l'intérêt général aux Gabonais. Vous n'avez pas pu transmettre des valeurs, celles de la République, celles de notre citoyenneté. Mais vous avez échoué. Oui, vous faisiez bien de dire, Dieu ne nous a pas dit de faire du Gabon ou demander de faire, donner le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Vous avez bien fait de le dire. Parce que je vous assure, ce peuple, parfois, tu te demandes, mais mon Dieu, comment avons-nous fait pour en arriver là? C'est 18 ans, le cursus d'une bonne éducation. Et c'est même 10 ans, la réussite d'une génération, de l'éducation d'une génération. Mais comment avons-nous, des années et des années durant, conditionné le peuple gabonais à cet état? Même quand il y en a des brillants, des intelligents, leur intelligence est conditionnée. Leur intelligence est conditionnée. C'est-à-dire que là, je viens de vous donner les principes. Quelqu'un qui allait à l'école, qui est gabonais, qui veut plaire au système ou qui veut continuer à bénéficier des privilèges du système, il va prendre son intelligence pour aller fouiller les petites exceptions pour les établir normes. Pour faire de ces exceptions la règle. Et s'imposer de toute la force qu'une exception ne peut pas se permettre. Et parfois une exception qui ne renferme pas des caractéristiques nécessaires de recevabilité à cette exception. Voilà qui sont les Gabonais.
tu as l'impression que nous sommes un peuple de soumis congénitaux. C'est-à-dire que depuis le ventre de nos mères, c'est comme si on nous a fabriqués là-bas comme étant des soumis. Un Gabonais qui tape la poitrine, qui dit là, 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 je me bats. Tu en comptes sur les doigts d'une main. Tu en comptes sur les doigts d'une main. Tu te dis, mais quel peuple sommes-nous? Quel peuple sommes-nous? Le plus grand danger de ce pays, c'est son peuple. Je me souviens au début de la transition, quand on avait commencé et qu'il y avait cette illusion de liberté des médias et tout ça, oh, c'était joli. Quand on avait commencé, mais les militaires nous écoutaient. Dès que je faisais une sortie dans ma page, que les gens qui voulaient démontrer au système que ils vont les défendre, ils vont le défendre, ils ont supprimé ma page de plus de 138 000 abonnés. 5 années de travail, de contenu, de production intellectuelle, vous avez supprimé ça. À cause de quoi? Voilà, ça répond à une question. Quelqu'un m'a dit en commentaire, mais Maître Essola, pourquoi quand Marie-Madeleine Borancho a été choisie pour aller représenter le Gabon devant la Cour internationale de justice et qu'elle a fait ses plaidoiries, vous n'avez pas parlé. Vous n'avez pas condamné cela. Vous n'êtes pas venu expliquer le contenu. Peut-être ça aurait pu aider ces gens-là à améliorer leur texte. Au-delà de vous dire que je ne fonctionne pas de cette manière, c'est-à-dire que je ne cherche pas un poste, même si beaucoup d'entre vous en êtes convaincus parce que cela procède de votre manière de fonctionner. C'est le mécanisme réflexionnel qu'on vous a inculqué. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Si je veux un poste, je ne fais pas semblant de venir dénoncer quelque chose. Je sais très bien écrire. Et quand j'écris, on me reçoit, on m'entend et on fait généralement ce que je veux. Si je veux un poste, je n'aurai même pas besoin de quoi que ce soit. J'écris à qui de droit. Si c'est à Oligui, je prends mon stylo, je dis, Monsieur le Président de la République, moi, Maître Marlène Fabienne Essolet-Fontaine, vous écris aujourd'hui parce que je voudrais, bien évidemment, j'ai des intentions ou des vues sur le poste de temps. Je voudrais que vous me l'accordiez pour que je puisse servir mon pays pour temps. J'écris avec toute la manière, avec toutes les formes. Je pars à la présidence, je dépose moi-même. Ou je lui remets le courrier moi-même personnellement à main propre. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, si je demande une audience à la présidence de la République, on va me l'accorder. Si vous êtes vraiment amis avec les gens de la présidence, posez-leur la question. Si moi, je demande une audience à la présidence, on me l'accorde. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, je n'ai même pas besoin d'aller déposer ça, comme vous, en service courrier. Je fais le courrier, je demande une audience, je vais voir le président, je en discute avec lui verbalement et je lui tends le document. Il peut consulter le document en même temps que je parle et ça fait office de mon entretien. Et je sais qu'il va me l'accorder. Il va me l'accorder. Est-ce que vous comprenez? Il va me l'accorder. Il n'y a rien que je peux demander, moi, Marlène Fabienne Essolet-Fontaine, qui concerne un poste ou qui concerne le fait pour moi de les rejoindre ou d'aller travailler avec eux, qu'il peut me refuser. Gardez-le dans vos têtes. Donc, quand je fais ce que je fais, ce n'est pas parce que je veux qu'il s'intéresse à moi. Il sait que j'existe. Même sous ce live, il est connecté, il m'écoute. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, épargnons-nous ces vieilles TAP, ces vieilles techniques d'approche. J'ai dépassé ce stade depuis longtemps. Je suis une citoyenne gabonaise qui n'existe pas depuis la transition. J'existe depuis. Et les questions dont je vous parle là, j'ai écrit un livre dessus depuis 2022. 718 pages. Il est disponible en bibliothèque dans tout Libreville, dans tout Libreville. Tout le réseau multipresse et à la maison de la presse. Vous partez, vous demandez la République, c'est moi. On va vous sortir mon œuvre. Donc, je ne m'invente pas de maîtrise ou de connaissance ou d'intérêt pour ces questions. Je m'y déploie depuis bien longtemps, avant même Oligui.
et d'expression aussi ferme. Peut-être même plus ferme que maintenant. Hier, j'étais. Parce que là, j'ai grandi. Il y a la conscience de la réalité, du contexte et tout ça. Donc, ça te calme un tout petit peu. Mais avant, à l'endroit d'Ali Bongo, j'ai fait bien pire. Mon ton a été bien plus dur et bien plus ferme que ce que je fais aujourd'hui. Pourtant, je venais au Gabon. Tout le monde me disait, si tu pars au Gabon, on va te mettre en prison. Moi, je n'ai jamais eu d'accord avec Ali Bongo. Mais je suis une citoyenne qui connaît ses droits, c'est tout. Et qui sait, même quand elle est sur la limite de l'autorisation, jouer avec cette limite. Je n'outrepasse pas ce qui est encadré et prévu par la loi. Et pour être comme moi, achetez le livre La République, c'est moi. Lisez-le. Et il vous donnera les outils de maîtriser tout ce que vous devez savoir sur la diffamation, de maîtriser tout ce que vous devez savoir sur l'injure, de maîtriser tout ce que vous devez savoir sur vos droits en tant que citoyen, vos devoirs en tant que citoyen, de maîtriser c'est quoi la République, quelles sont ses valeurs, quels sont ses principes, quels sont ses critères, de savoir c'est quoi un État, quelle est votre responsabilité en tant que citoyen, quelle est la responsabilité des autorités, comment cela se déploie, chers compatriotes. Donc oui, ce que je fais, je le fais parce que c'est mon devoir. Et je suis de ceux-là, eh bien, qui accomplissent leur devoir. Je ne suis pas de ceux-là qui fuient quand il y a des problèmes. Parce que l'impression que nous avons aujourd'hui, c'est que le président a fui le pays. Dès lors que la bombe de l'exfiltration de la famille Bongo a été connue, tout de suite le président a cherché à partir du pays, il a fui. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune trace de lui, on n'a aucune nouvelle de lui. Aucune trace, aucune nouvelle. Et donc, le fait pour moi, en tant que citoyenne, de sortir et de demander, mais où est mon président? Que fait mon président? Où a-t-il bien pu aller? Au lieu qu'il y ait une communication gouvernementale claire, chacun essaye de venir défendre le président. Mais ce n'est pas votre président. Vous n'avez aucune qualité à parler en son nom. Vous ne pouvez pas le justifier. Vous ne pouvez pas le justifier. Donc, pour revenir à la question de la cour, la CIJ, ce qui s'était passé, c'est justement quand j'ai fait le premier live sur le fait qu'on ait choisi Marie-Madeleine Boroncho. Marie-Madeleine Boroncho, pour représenter le Gabon, j'ai fait une sortie. Ils sont venus, les pro-Oligui ou les Pnabélis et consorts, ils sont venus justifier cela en disant, vous savez, chers compatriotes, c'est la meilleure, elle maîtrise le dossier. C'est plein de trucs, ils ont dit. Jusqu'à, on l'a nommée présidente honoraire de la Cour constitutionnelle du Gabon. Et ils ont justifié cette nomination par le fait qu'il lui fallait une qualité pour qu'elle soit en capacité eh bien, de représenter le Gabon devant la Cour internationale de justice. Et justement, quand moi j'avais essayé d'en parler, j'ai fait un live qui a fait trembler le Gabon. Je pense que c'est même l'un des lives, sauf quand je parlais des questions d'Afrique, l'un des lives les plus populaires. J'avais près de 8000 personnes connectées ce soir. Et dès que j'ai arrêté le live, j'avais plus de 700 000 vues. Près d'1 million de vues. Je suis allée dormir après ce live où j'ai parlé de Marie-Madeleine Boroncho. J'ai parlé de Marc Onaï Sangui, de plusieurs personnes qui venaient justifier ça. Dès que je suis allée dormir, le lendemain, ma page n'existait plus. Ma page officielle. Le compte sur lequel je suis là, c'est mon compte personnel. C'est-à-dire le premier compte que j'ai créé sur Facebook depuis que Facebook existe. C'est mon compte personnel. J'ai juste rendu ça public. Mais ce n'est pas une page. Ma page a disparu. J'ai tout essayé. Tout essayé. J'ai écrit à Facebook. J'ai fait des procédures. Il m'a tout le temps été envoyé comme raison. J'ai demandé moi-même la suppression irréversible de mon compte. Et quand on regarde, ça a été fait depuis le Gabon. Parce qu'ils peuvent au moins tracer là où
l'action a été exécutée. C'était au Gabon. Je n'étais pas au Gabon à ce moment-là. J'étais en France. Et donc, c'est le pouvoir qui l'a fait. Ils m'ont supprimé mon compte. À partir de là, ça m'a vraiment fait mal. Je suis restée peut-être deux mois sans plus parler des problèmes du Gabon. J'avais les miens, mes abonnés de toujours, qui m'écrivaient, ceux qui avaient mon WhatsApp, qui m'appelaient, qui me demandaient de revenir, de ne pas abandonner, qu'ils ont besoin de moi. Pendant longtemps. J'ai fait 2 mois, je ne parlais plus. Donc, pendant ces 2 mois, l'actualité sur la Cour constitutionnelle, sur la défense du Gabon, de l'île Banier, je ne m'en occupais plus. Parce que franchement, je voulais couper. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai perdu ça. Donc, ce qui fait que l'affaire de la défense du Gabon, j'avoue que je n'ai même pas parlé de ça après, puisque c'est ce qui a mené à ce qu'on me supprime ma page. Parce que je me suis assise. Et pendant cela, il y avait tellement de Gabonais qui me suivaient depuis ou qui m'ont découvert à partir du coup d'État. Et à chaque fois, me trouvaient crédible, m'encourageaient. Et beaucoup ont tellement écrit dans ce live, Marlène présidente. C'est peut-être ça qui a énervé les autorités ou qui a énervé leur soutien pour qu'ils décident de me supprimer mon compte. Et comme malheureusement je ne pouvais rien faire contre ça, c'était une suppression irréversible. Même récupérer les données, j'ai écrit à Facebook que donnez-moi même ma bande de données, ne serait-ce que les textes écrits quelque part, rien. Peut-être un jour je serai en procès contre Facebook parce que je ne vais pas laisser 5 années de ma vie disparaître comme ça, comme si je n'avais jamais existé. Tout le contenu écrit, j'avais pour projet de faire un livre de toutes mes publications sur Facebook parce que je réagissais aux faits d'actualité. Il y avait des communications qui avaient 3000, 4000. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les likes, ça ne me dit plus rien. Je peux parler sur Facebook, même s'il y a 2 personnes connectées, je sais que ça va être relayé après. Je ne suis plus là à regarder le nombre de personnes. J'ai vécu toutes ces étapes. J'ai vécu la gloire des réseaux sociaux où les gens t'attendent, où des milliers de personnes sont connectées parce qu'on veut t'entendre parler. Je suis passée par tout ça. Ma page a vu du monde venir juste par ce qui sortait de ma tête. Mes analyses, mes réflexions, mes connaissances. On m'a même nommé ministre de l'Éducation populaire sur ma page. Tous m'appelaient Madame la ministre de l'Éducation populaire. Donc pour vous dire que il n'y a rien sur les réseaux sociaux aujourd'hui que je découvre. Mais je vous dis, notre pays a besoin de nous. Ceux qui sont en capacité de le défendre, tant mieux. Ceux qui ne peuvent pas, ne soyez pas les pots de banane de ceux qui essayent de tenir notre maison Gabon debout. Si vous ne pouvez pas vous battre pour le Gabon, pour vos intérêts personnels, parce que vous avez peur que si vous faites une analyse qui va dans le sens de protéger le Gabon et les intérêts supérieurs de la nation, mais qui peut fragiliser votre individu que vous soutenez, vous préférez vous taire. Taisez-vous et laissez-nous faire. Parce que le droit que nous avons à parler des choses du Gabon, eh bien, vous n'allez pas nous l'enlever. Vous n'allez pas nous l'enlever. Oligui Nguema, dès que vous en avez fait président et qu'il a été élu, la démocratie veut que celui qui a obtenu la majorité des suffrages soit le président de tout le monde, de ceux qui l'ont élu, de ceux qui ne l'ont pas élu. Si même ça, il faut encore devoir vous expliquer ça, vous vous rendez compte du travail que l'on a à faire avec vous et sur vous. Si même un truc basique comme cela, je lis des commentaires, oui mais parle de ton président, ne parle pas de notre président, je me dis mon Dieu, Omar Bongo, qu'avez-vous fait de notre pays? Qu'avez-vous fait de notre pays, le Gabon? Si aujourd'hui, on peut avoir des citoyens qui tiennent de tels discours, c'est grave. Et à ce moment, j'ai mal à mon Gabon. J'ai profondément mal à mon Gabon. Je me dis, mais mon Dieu, il va nous falloir combien de décennies, combien de siècles pour sortir de cet état? Ça veut dire que le travail n'est pas facile. Ça veut dire qu'on a du job sur la planche. Et nous allons le faire. On va essayer ce qu'on peut. Comme là, quand on peut. Prendre 2 heures de ma vie, ne vous dites pas que c'est rien. Ne vous dites pas que c'est rien.
des 2 heures de ma vie que je prends pour venir m'adresser à vous et parler des choses du Gabon. Ma page n'est pas monétisée comme j'entends certains le dire. Facebook me propose la monétisation tous les jours parce que je fais beaucoup de vues. J'ai décidé de ne plus le faire parce que c'est des intrusions difficiles, des restrictions à gauche, à droite. Ma page n'est pas monétisée. Donc quand je finis de faire un live là, on ne me paye pas pour ça. Mais je suis bien heureuse que mon contenu plaise à nos compatriotes qui le relaient et que du fait pour eux de le relayer, ça amène les gens sur leur plateforme. Si eux, ils peuvent monétiser leur page et mettre mes contenus dans leur page et gagner quelque chose, moi, ça me ravit. Mais moi-même, personnellement, je ne monétise plus aucune page. Je ne monétise pas. Donc, je ne suis pas payée pour faire ce que je fais. Mais je prends mon temps, le temps que je peux, 2 heures de temps chez moi. J'ai mes livres, j'ai tout chez moi. Je peux me mettre sur un dossier pour lequel on va me payer pour avancer sur ce dossier pendant 2 heures de temps. Et je vous assure, quand je travaille 2 heures de temps sur un dossier, j'ai déjà réglé un problème. Et donc, c'est de l'argent qui rentre. Mais je le prends par amour pour mon pays. Par dévotion, par passion pour mon pays. Et si on ne peut pas avoir de la passion pour son pays, si on ne peut pas être dévoué au bien commun, c'est que franchement, son existence passe quasi inaperçue d'intérêt. Moi, je voudrais, le peu de temps que j'ai à vivre sur Terre, avec le peu d'énergie que j'ai, peut-être demain je n'en aurai pas, eh bien, être de contribution. Et comme je vous le dis toujours, je ne fais pas ce que je fais dans l'espoir que ce soit un combat appropriable, comme je vois sur les réseaux, certains qui se revendiquent maintenant être les propriétaires de combat des droits de l'homme. Non! C'est un combat qui appartient à n'importe qui se lève. Ce que je fais là, quelqu'un d'autre prend sa caméra, fait ça demain. C'est le combat qui gagne. Ça veut dire qu'il n'y aura plus que ma seule voix. Peut-être il y a des gens qui ne supportent pas mon visage, qui ne supportent pas mes dents, qui ne supportent pas mes yeux, qui ne supportent pas mon pauvre vernis bleu que les gens insultent depuis le week-end, qui ne supportent rien de moi. Et comme ils ne me supportent pas, tout ce que je peux dire, même si c'est dans l'intérêt de ces gens-là, ils ne vont pas écouter. Alors s'il y a une autre personne qui se lève, qui prend sa caméra, qui fait ce que je fais, le combat gagne. Parce que ça veut dire que cette nouvelle personne, elle pourra conquérir de nouvelles âmes, de nouveaux citoyens. Et donc ça va faire que les quelques citoyens qui me supportent, tel que je suis, et les autres qui ne me supportent pas, mais qui peuvent quand même laisser leur oreille traîner quelque part chez l'autre, ça fait grandir le combat. Ça fait grandir la cause. Et c'est comme cela que notre cause sera entendue. Donc je ne peux pas me sentir propriétaire de ce combat. Je suis l'une des voix de ce combat. Et je souhaite qu'il y en ait davantage. Et je souhaite qu'il y en a de plus en plus. Et je souhaite, et je suis consciente que peut-être ce n'est pas à mon temps qu'on verra les résultats de ce que je suis en train de faire. C'est peut-être après ma mort. Peut-être 50 ans après ma mort, on va se souvenir que il y a eu une Essola et Funtam, Marlène Fabienne, qui a été au Gabon, qui donc a fait ci, qui a fait ça. Et pour que cela existe, il faut que derrière nous, il y ait des gens qui tiennent le flambeau, qui continuent le combat. Et c'est peut-être grâce à eux que finalement, eh bien, la matérialité adviendra. Nous, on aura juste peut-être posé les jalons de quelque chose qui va arriver dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Donc, je ne fais pas ce que je fais parce que je veux les résultats demain. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis même beaucoup plus patient et tolérant. Mais seulement, je peux décider de ne pas subir, de me réveiller le matin, ouvrir mon téléphone et de lire tout et n'importe quoi. Donc, je bloque les gens. Ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, ce n'est pas parce que je vous déteste, c'est tout simplement parce que je voudrais que ma vie soit, bien évidemment, paisible. Je ne veux pas me réveiller le matin avec des ulcères parce que quelqu'un m'a tellement insulté sur ma propre page. Insultez-moi ailleurs, sur d'autres pages, sur je n'ai pas choisi d'être gabonais, partout. Insultez-moi là-bas, ce n'est pas grave. Quand je me réveille le matin, je ne vois pas forcément ça. Et je ne suis même pas obligée de voir ça en dehors de sur ma page. Donc, vous venez m'insulter sur ma page, rassurez-vous, si je tombe sur le commentaire, je vais vous bloquer et vous ne me verrez plus jamais sur ma page et moi non plus, je ne vous verrai plus jamais. Maintenant, si vous partez m'insulter ailleurs, c'est tant mieux. Mais moi, je ne veux pas voir ça. C'est tout.
Donc, chers compatriotes, la visite officielle du président, c'est vous qui avez décidé d'en faire une visite privée. Du coup, on ne sait plus. Est-ce que quand il est parti du Gabon le 17 pour aller à Rome, c'était une visite officielle? Puisque pour les autres chefs d'État, c'était une visite officielle. Ça participe de la diplomatie et autres. Et puis, vous avez décidé que dans les airs là-bas, hors territoire, cette visite officielle qui a été annoncée, qui a été publiée sur sa page, s'est transformée en visite privée à Paris. Et vous avez trouvé le terme privé parce que j'ai dit que nous apprenons par la présidence du Congo-Brazzaville que le président Oligui Nguema est parti le voir et qu'ils ont eu une réunion avec Pascaline Bongo, Noureddine Bongo et Junior Bongo. Et là, vous dites, c'est privé, c'est sa famille. Ah, je croyais qu'Oligui n'était pas de la famille des Bongo. Maintenant, aujourd'hui, Oligui est de la famille des Bongo. Ok, bon, c'est quelque chose qu'on apprend. Après, j'apprends qu'il est là-bas au service des Gabonais et dans l'action des Gabonais. Je me demande, dans une visite privée, retenez-le, dans une visite privée du président, il n'accomplit pas les charges de sa tâche. Il n'accomplit pas, il n'est pas dans l'exercice de sa mission. Et je vais finir par là, en disant que, conformément à ce récit de, comment vous le dites, du média que vous dites être l'intelligence artificielle, c'est très grave. Chers compatriotes, c'est très grave. Cela veut dire que le Gabon rentre dans le concert des nations soumises. Vous savez, les relations internationales sont régies par les codes, par les règles, par les principes. D'État en État, on traite bilatéralement ou multilatéralement. D'État en État, on traite officiellement. Quand je parle d'officiellement, ce n'est pas qu'on vient exposer le contenu de ce qu'on se dit au public. Cela veut dire que Macron ne peut pas partir du Gabon, ne peut pas partir de la France, venir au Gabon pour venir voir une entreprise gabonaise sans que ce ne soit dans le cadre d'une visite d'État. D'abord, cela impose le respect de Macron pour lui-même. Et cela fait que si Macron est intéressé par les investisseurs gabonais, s'il y en avait, intéressé par les entreprises gabonaises, Macron, diplomatiquement, parle avec le président Oligui. Le président Oligui réunit ses équipes, établit le besoin de Macron, organise l'arrivée de Macron et après réception, même s'ils ne seront pas à traiter ensemble, il sait que les entreprises du Gabon, comme ça s'est fait sous Ali Bongo, quand Macron est venu avec, en tout cas, j'oublie le terme, donnez-moi, ce qui représente la FEG en France. L'ensemble des grandes entreprises françaises qui donc font l'économie française et qui donc sont l'influence économique de la France pour le président. Ce qui fait que quand le président français va quelque part, si c'est les pays en voie de développement qui ont besoin d'investissement, etc., c'est le président de la République qui organise son secteur privé économique qui fait partie de lui et qui dépend de lui et sur lequel il a plein contrôle et qui donc le met à disposition d'un autre chef d'État et cela obéit à des conventions ensemble. Et ça assoit le pouvoir de l'autre et la considération de l'autre. Maintenant, si notre pays qui jusque-là maintenait ce respect, le MODEM, oui, je crois que c'est ça, maintenait ce respect, donnez-moi tout le nom. Si notre pays maintenait ce respect, c'est ce qui se faisait jusque-là,
quand il s'agissait pour la France de venir investir au Gabon, c'est-à-dire que le président gabonais correspondait avec les autorités de France. Les autorités de France s'organisaient pour mettre à la disposition des autorités du Gabon un niveau de considération étatique égal, discuter. C'est-à-dire que ce n'est pas Ali Bongo qui devait aller discuter avec les entreprises françaises. Les deux présidents mettent ensemble les deux groupes, le MEDEF, merci, c'est le MEDEF. Donc, mettent ensemble les deux groupes. Voilà le MEDEF qui est venu avec le président Macron. Voilà la FEG qui est venu avec le président, comment on appelle ça? Le président gabonais. Et maintenant, les deux vont, selon les besoins exprimés par l'une des parties, savoir comment ils peuvent s'entraider. Sachant que tout cela a forcément des influences et des contrôles diplomatiques, etc., etc. Un État qui se respecte et qui se veut crédible, c'est comme ça qu'il fonctionne. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais quand un État est résolu, lui-même à aller comme un vulgaire touriste sur un territoire étranger, pour aller gratouiller les rendez-vous avec les patrons de grands groupes, avec les patrons d'institutions, d'organisations non gouvernementales, pour leur demander de l'argent ou pour exprimer ses besoins d'investissement, c'est que le pays est au sous-sol de l'inconsidération. C'est que la diplomatie ne s'établit plus. Parce que ce travail, c'est Macron qui doit le faire pour Oligui. Ce n'est pas à Oligui d'aller lui-même en éclaireur en France pour aller chercher les investisseurs. C'est Macron qui doit, à la considération qu'il a du Gabon et dans ses rapports avec le président du Gabon, prendre le besoin du président du Gabon pour dire, ok, vous avez besoin d'investissement, nanani, nanana. On a des accords de coopération, on a des accords économiques. Et dans ces accords, voilà les règles, voilà. Donc, par rapport à vos besoins, j'y accède, je vais m'organiser à réunir le MEDEF. Organisez-vous aussi là-bas. Ça, c'est déjà fait, monsieur Oligui. Si vous n'étiez pas au courant, je vous le dis. Quand Macron est venu au Gabon pour le One Planet Summit, il était venu avec un groupe d'acteurs du MEDEF. Et le Gabon avait mis son groupe, donc OIMA, d'acteurs de la FEG. Et les deux négociaient, discutaient. Ce n'est pas un chef de l'État qui va aller voir une autorité, soit-elle la plus riche du monde, pour discuter en tête à tête. Un État prête à un autre État. Des intérêts entre États sont les plus stables, les plus respectés et les plus contrôlés. Mais les États entre un individu et un État, c'est beaucoup plus difficile de contrôle. Et ce sont même des intérêts qui peuvent être utilisés par l'État dont est originaire l'entreprise ou l'organisation que vous êtes allé voir pour l'utiliser contre vous. Parce que si vous partez contracter directement, comme ça se dit, avec une grande entreprise française, vous n'utilisez pas les voies diplomatiques qui sont prévues à cet effet, vous n'utilisez pas les traités qui sont prévus à cet effet, vous n'utilisez pas vos conventions qui sont prévues à cet effet. Vous dites, moi-même, je parle en éclaireur, je pars discuter avec les grands hommes de la France. Inofficiellement. De manière non officielle. Même si ce grand type français accédait à ta demande, il va te donner l'argent parce que oui, tu as besoin d'argent. Tu veux construire, tu veux réaliser les projets. Ok, on prend l'argent, on te donne. Mais dès que tu rentres, la France peut même l'utiliser contre toi. Et si tu veux te plaindre, la France va te dire, tu m'as ignoré pour aller faire cela, toi seul. Je ne suis donc personne pour parler au nom de cette entreprise, puisque autonomement l'entreprise, vous avez traité ensemble. Vous n'êtes pas passé par moi. Donc je n'étais pas garant des accords que vous avez signés ensemble. Donc s'il y a disproportion à votre désavantage, je suis désolé, je ne peux rien faire. Comme cette entreprise, insidieusement, peut décider, l'État, dont la France,
peut décider de dire à l'entreprise insidieusement, lui, donnez-lui l'argent. Et puis, au bout peut-être de 5 ans, si la convention était prévue pour 5 ans, au bout de 2 ans, ou même de 2 mois, on dit non, on a des problèmes, remboursez-nous notre argent. Et si vous ne pouvez pas rembourser l'argent, on vous dit bon, on prend l'île de, on appelle comment, l'île qui nous reste là, la Pointe-Denis. Bon, moi je prends la Pointe-Denis, et puis je prends toute la zone de Minzik, tout l'or et le diamant qui est à Minzik là, c'est pour moi, en compensation, puisque tu ne peux pas me rembourser, moi j'ai besoin de mon argent tout de suite. Et ce qui peut, les compensations qui peuvent avoir lieu quand il y a le contrôle diplomatique entre États et des conventions, ne peut pas intervenir là. Quand l'État va contracter directement avec des entreprises, quand l'État va contracter directement. Et là, c'est un mauvais démarrage. Ça veut dire qu'on envoie le message que le Gabon n'existe plus diplomatiquement, que le Gabon n'a plus de poids, le Gabon n'a plus de pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Oligui est obligé de passer par les petites portes pour parler aux investisseurs français, c'est que pour Emmanuel Macron, eh bien, Oligui ne représente plus rien. Tous étaient là à l'admettre parce qu'il y avait des otages. Maintenant qu'il n'y a plus d'otages, quoi le problème? Oligui peut séjourner une semaine en France sans pour autant que Macron ne s'en occupe. Ça ne l'intéresse pas, jusqu'à lui-même, il est obligé d'aller cogner aux portes rue Mbanier, porte numéro 2, c'est le patron de telle entreprise qui est là-bas, c'est le patron de tel grand groupe. Un président d'un pays, toute une souveraineté qui parle lui-même en éclaireur pour démarcher maintenant les investisseurs. Ça veut dire que le Gabon n'existe plus diplomatiquement. Le Gabon a perdu son pouvoir. Le Gabon a perdu sa force. Parce que dans les relations entre États, nous avons avec la France des conventions, la gestion de flux migratoires, des conventions économiques, des conventions militaires. C'est dans ce cadre-là que les choses doivent se faire. Vous émettez les besoins en face-to-face avec votre concurrent, votre homologue en souveraineté. Il est souverain, il dispose de tout de son pays. C'est lui qui va dire, bon, selon les besoins du Gabon, voici telle ou telle entreprise qui peut répondre à ses besoins. C'est lui qui convoque ces entreprises. Il vous les met à disposition sous Ali Bongo. Il y a même eu des délégations qui sont parties de France envoyées. Et parfois, ils viennent même avec Macron lui-même, où il organise la réunion chez lui à l'Élysée. Il dit, venez, je vous présente ceux qui vont vous accompagner. Mais au niveau où c'est le président lui-même qui va maintenant toquer aux portes pour chercher quel est l'investisseur, quelle est l'organisation, comme moi, pauvre Malène et Soleil Funtab, je peux me permettre de faire, c'est grave. Ça veut dire que le Gabon signe sa soumission devant le monde entier. Le Gabon n'est plus une puissance, n'est plus une souveraineté et on ne nous respecte plus en tant que tel. On est devenu aujourd'hui des gens qui vont aller, ok, utiliser certes le titre de que je suis président. Peut-être c'est même là, encore une fois, une organisation du pouvoir en face, de l'État en face. Donc l'État en face qui se rend absolument indisponible. Tu demandes les audiences, on ne te répond pas. Tu veux voir le président Macron, il n'accepte pas. Il invente qu'il a bien évidemment des occupations, il est à gauche, il est à droite, vrai ou faux. Et après, il vous dit vaguement, bah, vous savez, vous pouvez voir le patron de telle entreprise, je ne sais pas. Ça ne se passe pas comme ça. Et puis maintenant, vous, avec vos équipes, vous allez payer votre lobbyiste qui va maintenant aller chercher, c'est de l'argent, peuple gabonais, beaucoup d'argent. Vous allez payer votre lobbyiste qui va aller chercher le nom et l'autorité de la personne, qui va vous prendre un rendez-vous, payer. Dites-vous bien, quand il y a un grand patron, que ce soit d'une multinationale, internationale ou quoi, qui a un rendez-vous en tête-à-tête avec toi, tu es un chef d'État, tu payes pour ça. Le lobbyiste, c'est celui qui vous met en relation, celui qui te prend rendez-vous là. C'est-à-dire même à l'Élysée. Même à l'Élysée. Sauf si vraiment tu es d'intérêt pour eux. Sinon, il y a des réseaux de lobbyistes qui sont là pour ça, c'est leur travail. Ils vont vous dire, ok, vous voulez rencontrer tel patron, je peux vous l'obtenir, voilà, vous me déposez 5 millions d'euros. Eh bien, je vous fais rencontrer le monsieur tel après-midi, tel jour, à telle heure.
Vous donnez cet argent, 5 millions d'euros. La personne va, même s'il faut aller voir le diable en personne pour que votre rendez-vous soit respecté, il va le faire. Et puis, vous trouvez le rendez-vous, il vous cale le rendez-vous. Et puis, vous partez, vous dites ce que vous dites. La personne vous reçoit. Le reste, ça ne concerne pas celui qui a mis en relation. Donc, quand j'apprends ici et là, par des médias gabonais non officiels, que le président est en visite privée au service du Gabon, qu'il rencontre des grandes personnalités du monde économique français pour essayer de les intéresser au Gabon, pour qu'ils viennent construire, ça me fait mal. Je me dis, mais on est tombé à quel moment? Quelqu'un qui disait que son coup d'État sera l'exemple du monde est devenu quelqu'un qui marche dans les rues de Paris comme une vulgaire personne, qui se cache et qui donc doit aller gratouiller la tête, payer les lobbyistes à gauche, à droite pour un petit rendez-vous, pour essayer de trouver de l'argent pour le Gabon. Le Gabon ne jouit donc plus de sa souveraineté qui lui permet, s'il a envie de rencontrer Macron, d'asseoir Macron sur la même table pour dire à Macron, écoute, la France et moi avons des conventions et je voudrais que ces conventions soient mises en exergue sur la gestion des flux économiques, des capitaux et autres. Voilà ce que je propose. Voilà mes besoins. Est-ce que tu es en capacité d'y répondre? Oui. Comment on fait? J'ai besoin que tu m'amènes tous tes meilleurs qui peuvent être en capacité de répondre à ce besoin. Macron travaille pour ça. Il te les met à disposition. Et pareil, quand Macron, lui, a besoin de quelque chose de ton côté, tu fais le même travail, tu mets à sa disposition. Ce sont les rapports entre souverainetés. Maintenant, quand c'est toi, tu prends ton billet d'avion ou ton avion, tu pars. Tu vas maintenant chercher dans Paris, aller attendre dans des hôtels de luxe, aux frais du contribuable. Si un lobbyiste peut te trouver un rendez-vous avec un grand patron de je ne sais quoi, pour que tu ailles lui exposer les problèmes du Gabon, pour que tu développes un jour le Gabon, c'est grave. C'est difficile. Et je me dis, mon Dieu, à quel niveau avons-nous accepté de piétiner notre dignité? À quel niveau? À quel niveau avons-nous accepté de baisser la culotte? À quel niveau? Chers compatriotes, excusez-moi, je bloque quelqu'un. Ma paix est importante en ce moment. À quel niveau? C'est grave. C'est grave. C'est fait. Et que la paix revienne. Donc, pour vous dire que quand on parle de ces questions, ce n'est pas parce que on s'ennuie. Le Gabon vient à peine d'avoir son président. Regardez les bourdes. Regardez les gravités, mon Dieu. Est-ce qu'on se rend compte? Est-ce qu'on se rend compte ô combien tout ce que nous sommes en train de vivre? Un président muet. Depuis qu'il a été investi, Oligui ne parle plus. On ne l'entend pas. On ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'il est tenu en otage quelque part? Est-ce qu'on lui a fermé les portes partout? Est-ce que les gens étaient quand même un peu recevables? Parce que, regardez bien, Oligui, pendant la transition, il était reçu partout en grande pompe. On lui dressait le tapis rouge partout. Mais depuis qu'il est devenu président, il rase les murs. Il rase les murs. C'est l'image que nous voulons de notre présidence. C'est l'image que nous voulons du premier homme gabonais qui parle pour le Gabon et au nom du Gabon. Raser les murs. La pleine puissance et le pouvoir du président sont où? Dans le rasage des murs. On va donc finir par dépenser tout le peu d'argent qu'on a là. Dans le lobbying. À chercher les lobbyistes pour nous organiser des rendez-vous infructueux. Des rendez-vous qui vont même finir par ne pas avoir des solutions escomptées. Ou si les solutions venaient à être trouvées, ça va forcément être des solutions précaires et des solutions qui peuvent même être des dangers pour nous demain au Gabon. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Monsieur le Président, si vous voyez ce live,
ressaisissez-vous. Quoique vous deviez à qui que ce soit rentrer au Gabon. C'est chez vous ici et c'est chez nous. Rentrez au Gabon. Faites le point de tout ce qui se passe jusque-là. L'exfiltration des Bongos, la situation de nos îles et vos quêtes d'investisseurs. Je vous ai dit, vous devez, conformément à la Constitution, sur ces faits-là, vous adresser à nous, Gabonais. Ceux qui estiment que vous n'avez pas besoin de le faire, c'est leur droit. Mais nous autres, qui voulons le respect de la Constitution, comme cette Constitution nous donne l'obligation de la protéger, nous voulons que vous veniez nous expliquer avec vos mots. N'allez même pas inventer le français, c'est-à-dire le français que vous parlez là. On va comprendre ça. Vos mots. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'exfiltration de Sylvia et sa famille? Qu'est-ce qui s'est passé pour avec les îles? Nous dire ce que vous avez décidé, tant sur la situation de la famille Bongo, tant sur nos îles. Ce que vous avez décidé. Quelles sont les perspectives? Et puis, rassembler, mobiliser toutes les ressources nécessaires. Ceux qui vont chercher les ressources juridiques vont chercher les ressources juridiques. Ceux qui doivent chercher les ressources financières vont chercher les ressources financières. Ceux qui vont chercher les ressources, je ne sais plus quoi, chacun dans son domaine. Parce que nous devons sauver notre pays ensemble, hein, Coco. Monsieur le Président. Donc, faire une grande concertation nationale avec les forces vives de la nation, en tête desquelles, après vous, Alain-Claude Bilibizeux, comme l'élection, eh bien, l'a établi, avec vous, tous ces fils du Gabon que nous avons constitués des fous de la République, là, qui ont été exclus au dialogue national inclusif, eux, ils sont déjà avec vous. Tous ceux qui étaient au dialogue sont avec vous. Donc, votre parole vaut leur parole. On n'a plus besoin d'eux dans les discussions, là. Les Ben Moubamba, qui soit fou ou qui ne soit pas fou, c'est un Gabonais. Il a l'amour de ce pays, au même titre que nous tous. Ça, au moins, personne ne le lui enlèvera. Le Ben Moubamba, vous l'appelez, il doit faire partie des gens qui vont discuter de la situation de notre pays. Parce que tous ceux qui vous ont soutenu, et je vous le dis avec la plus grande des lucidités, ne pourront jamais vous dire ce qui peut vous contrarier. Ils auront peur de vous le dire. Ils auront vraiment peur de vous le dire. Même s'ils le pensent, ils vont vous faire croire le contraire. Ne les écoutez pas. Vous avez été là avec Omar Bongo. Vous avez été là avec Ali Bongo. Vous avez vu les mêmes, au même poste, avec les mêmes réactions. Donc là, Ben Moubamba, comment il s'appelle? Le professeur Mengara. Il doit faire partie de la discussion lui aussi. Qui? Ah, je ne peux pas oublier les femmes, dont Alice Adibert, toutes ces voix, Mabré, plusieurs de ces Gabonaises, qui sont des voix qui se permettent encore soit la lucidité neutre, soit même la lucidité partisane, mais pas de votre côté. Mais, tous ceux qui vous, les 94% là, dites-vous que c'est pour vous. Donc, ce que vous décidez, c'est la même décision qu'ils veulent. Ce que vous pensez, c'est ce qu'ils pensent. Mais nous, on veut avancer. Et on veut que notre pays ne soit pas le marchepied de n'importe quel autre pays au monde. Et si vous ne vous en sortez pas, vous, permettez-nous de nous réparer. Parce que même la Constitution, là, on peut encore la changer. Et on va la changer. Parce qu'en l'état actuel des choses, vous-même, vous voyez, si vous aviez un Premier ministre, on ne s'en inquiéterait pas autant. Mais vous seul, vous êtes Premier ministre. Vous seul, vous êtes aussi Président de la République. On fait ça comment? On fait ça comment? À quel moment l'autorité du président va s'établir si en même temps on peut vous considérer comme un Premier ministre? Parce que sur les questions de souveraineté, voilà des choses sur lesquelles on ne s'est pas vraiment permis de déploiement dans nos raisonnements. Sur des questions de souveraineté. Quand Emmanuel Macron parle avec vous, il parle avec vous en tant que Premier ministre ou en tant que Président de la République. Parce que si c'est dans les prérogatives, le sujet concerne les prérogatives de Premier ministre, il ne saura pas faire la différence. Et à un moment donné, ça va créer des confusions dans la considération même que l'on a de vous.
Et à bien des occasions, on va vous envoyer chez le Premier ministre. Alors que vous avez l'image d'être le président du Gabon. Et en même temps, vous serez demain en train de discuter avec le Premier ministre d'un État étranger sur des questions qui auraient mérité, bien évidemment, que vous vous envoyiez un Premier ministre et pas vous. Mais comme on n'a plus de Premier ministre et que les prérogatives du vice-président, que ce soit du gouvernement ou du président de la République, vice-président de la République, ne lui donnent pas compétence à aller se mettre sur le même niveau que les autres premiers ministres parce qu'ils n'ont pas les mêmes charges, les mêmes compétences, les mêmes prérogatives. Rien. Donc, il n'y a que vous qui êtes seul chef de l'État, chef du gouvernement aujourd'hui, qui pouvez, lorsque demain, on va décider que les premiers ministres se retrouvent, vous allez vous déplacer pour aller vous retrouver, les chefs du gouvernement se retrouvent, vous allez aller en tant que chef du gouvernement au milieu des autres chefs du gouvernement. Et lorsqu'il s'agira que les présidents se retrouvent, vous allez aussi partir. Et cette confusion, vous allez voir qu'elle ne sera pas à l'avantage du Gabon parce qu'elle va désacraliser eh bien, le pouvoir gabonais. Donc, Monsieur le Président, vous êtes devenu notre président et nous estimons que vous ne pouvez pas continuer à fuir. Vous ne pouvez pas continuer à raser les murs. Même dans nos familles, un chef de famille, c'est celui qui assume, qui se tient debout et qui explique, qui prend ses responsabilités. Un chef de famille ne peut pas fuir la maison parce qu'il ne sait pas quoi dire à ses enfants. Un chef de famille ne peut pas fuir la maison pendant qu'elle brûle. Il y a des problèmes entre frères et sœurs dans la maison. Il y a des problèmes avec les voisins. Le chef de famille, il décide, il prend ses clics et ses claques, il part. Il se barre. Débrouillez-vous, non, on ne peut pas. Revenez à la maison. Trouvez des solutions. Dites-nous. Parce que pour l'instant, on ne peut pas trop se déployer dans les propositions de solutions. On attend. Quelle est votre vision? Comment vous comprenez l'affaire? Vous nous expliquez. Quelles sont les décisions prises? C'est maintenant qu'on pourra dire, sur telle décision, nous estimons qu'elle n'est pas correcte. Elle ne nous donne pas d'avantage sûr. Et voilà ce qu'il faut. Mais pour l'instant, on ne vous a pas entendu. On ne sait pas ce que vous pensez. On ne sait pas les décisions prises, les mesures prises. On ne peut pas. On attend votre expression, Monsieur le Président. Et nous attendons que vous rentriez. Sauf si maintenant vous êtes vraiment en otage, ou bien que vous fuyez déjà le pouvoir et que vous ne voulez plus être président, ou bien que vous vous rendez compte que c'est devenu trop dur d'être président et que peut-être ce n'est pas ce que vous vouliez. Vous pensez que c'était juste peut-être le champagne, du bon caviar de temps en temps, mais ce n'est pas ça. C'est autre chose. On ne peut que spéculer. Parce qu'on n'a pas quelqu'un qui nous dise, attendez, chers compatriotes, voilà la vérité, voilà la situation, voilà là où on va. Même si demain, après, on vient encore critiquer, mais on a besoin de savoir dans quoi nous sommes, ce que nous faisons et comment est-ce qu'on avance. Voilà ce que je voulais vous dire, chers compatriotes. Espérant que vous serez de retour, espérant qu'il n'y aura pas d'ici là, en tout cas je l'espère, eh bien, une véritable réaction patriotique de nos parlementaires pour engager le processus de la vacance du pouvoir devant la Cour constitutionnelle. Parce que malheureusement, nous y sommes. Et donc, pour ne pas laisser perdurer la situation, sauf si c'est l'objectif visé, rentrez au Gabon. Venez nous voir, venez vous adresser à nous, expliquez-nous les choses, donnez-nous vos décisions, expliquez-nous les perspectives et grande concertation nationale. Ça fait un mois que le Gabon est en berne, dans son estime, dans son rayonnement, dans son respect. Et nous ne faisons qu'accumuler des nouvelles malheureuses. Et je pense qu'il est venu le temps de taper le poing sur la table et de rééquilibrer les choses pour partir dans une nouvelle direction qui soit digne du respect dû à notre État, à notre pays, à notre souveraineté. Vive la République, pour que vive le Gabon. Je vous remercie. À très bientôt les amis. Bisous.